Nous allons revenir sur quelques considérations méthodologiques à propos de ces concepts d'espèce et de spéciation. En écho aux premiers exposés de cet après-midi, nous allons en fait tenter de montrer la complémentarité de deux types d'études qui sont souvent opposées dans l'étude des espèces et de la spéciation, à savoir l'étude des patterns et l'étude des processus. Tout d'abord, nous partons d'un constat qui est très bien documenté aujourd'hui en anthropologie, qui est que notre perception pré-scientifique, intuitive ou de sens commun du monde vivant s'articule autour des espèces, autour des taxa de rang espèce. Les anthropologues, de nombreux anthropologues ont montré que les populations qui ne sont pas en contact avec la culture scientifique interagissent avec leur environnement naturel en identifiant des groupes d'organismes que les scientifiques reconnaissent comme des espèces, parfois des genres, mais disons, il y a une correspondance importante entre l'identification de certains groupes par des populations, encore une fois, qui n'ont pas de contact avec la culture scientifique, et les espèces que les scientifiques identifient. Donc on en a quelques exemples ici. Bien sûr, cette identification des espèces a parfois des buts pratiques particuliers, évidemment la nourriture et certaines, enfin disons la médecine naturelle pour le coup. Mais disons, ce qui est très important, c'est ce phénomène de connaissance assez exhaustive d'un environnement par de nombreuses populations, indépendamment de tout apprentissage scientifique. Un autre constat, qui a été bien sûr celui de Darwin, c'est qu'à l'échelle de temps de l'évolution humaine, eh bien, on observe non seulement qu'il existe des groupes discrets, des entités discrètes, à savoir les espèces, au sein des milieux naturels, mais que ces espèces, ces entités discrètes, évoluent avec le temps, et en particulier, enfin, on peut observer, encore une fois, dans la mémoire collective de l'espèce humaine, que certaines espèces se sont considérablement transformées, en particulier sous l'effet de la sélection artificielle, comme on le voit avec l'exemple du maïs ici. Donc ce constat, encore une fois, qui est un constat indépendant de toute réflexion scientifique, c'est le point de départ qui nous semble encore, disons, important de la réflexion scientifique sur les espèces et sur l'origine des espèces, sur la spéciation. Donc, une fois qu'on a constaté que notre appréhension, enfin l'appréhension des êtres humains de la biodiversité, de la diversité biologique se fait par groupes discrets qui sont les espèces, eh bien, on peut identifier deux tâches scientifiques principales. D'une part, inventorier la biodiversité, décrire les espèces, décrire les espèces qui la composent. Et une deuxième tâche, non moins importante, qui est de reconstruire les processus qui, dans le temps long, ont produit les espèces, ont structuré la biodiversité telle que nous l'observons à la fois dans le passé et dans le présent. On sait, bien sûr, depuis les travaux de Darwin et de certains de ses prédécesseurs, que la perception que nous avons de la biodiversité comme composée d'entités discrètes, les espèces, est en fait le produit d'une histoire continue. C'est ce qu'on voit sur le petit schéma là en bas à gauche, mais bien sûr ce qu'on voit aussi de façon tout à fait limpide dans ce fameux schéma que vous avez déjà dû voir un certain nombre de fois, qui illustre à la fois le fait qu'à un moment dans le temps, à un moment donné du temps, on perçoit des entités discrètes, mais que ces entités discrètes sont issues d'une histoire continue. Si on enlève de ces schémas les lignes horizontales, eh bien, on se rend bien compte que dans le temps, il y a une continuité.
Et comme on le sait, bien sûr, l'explication que Darwin propose de la diversité, elle se fait par l'apparition, enfin, l'hypothèse de variation transmise par descendance. Bien. Donc, une fois qu'on s'est donné ces deux tâches scientifiques, de décrire la biodiversité et d'expliquer par quel processus elle est apparue dans le temps long à partir des hypothèses darwiniennes d'apparition de variations transmises par descendance, eh bien, il est important de bien comprendre ce que veulent dire exactement ces deux tâches de description d'une part et d'explication d'autre part, en particulier quand on s'intéresse aux espèces et à la spéciation. Étudier les espèces et les mécanismes de spéciation, les mécanismes d'origination des espèces, ce n'est donc pas seulement reconstituer le passé. Si vous voulez transposer la tâche de description du présent vers l'histoire, ce n'est pas seulement dérouler le film de l'histoire de la vie, le film de l'évolution, mais c'est aussi, et peut-être surtout, comprendre les causes de cette histoire. Chercher à expliquer comment la biodiversité que nous constatons à la fois dans le passé et dans le présent a pu apparaître. Il s'agit donc pas simplement de raconter une histoire, de décrire des phénomènes dans le passé et dans le présent, mais de proposer des modèles explicatifs. Et c'est sur cette notion de modèle explicatif que nous allons consacrer l'exposé à partir de maintenant. Pour ce faire, nous allons prendre un exemple simple, bien connu, qui nous permet de dégager les principales caractéristiques de la recherche de modèles explicatifs, donc par opposition à la description, à l'inventaire de la biodiversité. Donc nous prenons l'exemple des travaux de Pasteur qui lui ont permis de réfuter l'hypothèse de la génération spontanée. Lorsqu'on cherche un modèle explicatif, on a d'abord un phénomène ou une série de phénomènes à expliquer. Pour Pasteur, par exemple, pour cet exemple-là, qui ne concerne pas seulement Pasteur, mais en particulier Pasteur, le phénomène à expliquer était l'apparition, à première vue sans cause visible, d'asticots sur de la viande ou d'autres micro-organismes ou de levures, disons, encore une fois, sans qu'on ait l'impression qu'il y ait eu d'antécédents matériels à ces organismes qui apparaissaient, disons, spontanément, comme on disait. Il y avait à cet ensemble de phénomènes une explication déjà proposée avant Pasteur et qui était acceptée par de nombreux de ses contemporains. C'était l'hypothèse ou le modèle de la génération spontanée qui disait que ce qui explique l'apparition des asticots, des levures, d'autres micro-organismes, c'était tout simplement c'était une explication que nous n'accepterions plus comme explication, qu'ils apparaissaient, encore une fois, spontanément, sans cause matérielle antérieure. Pasteur, comme on le sait, a inventé un dispositif expérimental consistant d'abord à stériliser le milieu d'études et à introduire ensuite des poussières qu'il a recueillies dans l'air, qu'il a observées auparavant au microscope, et à les introduire dans ce milieu stérilisé, et à montrer que quand on utilise des milieux spécialisés dans le dispositif qu'on voit là, qui est une représentation largement ultérieure des expériences originales, quand on observe ce qui se passe dans le milieu stérilisé, eh bien, on voit bien qu'il ne se passe strictement rien si on n'a pas introduit des poussières de l'air, et que quand on a introduit des poussières de l'air qui contiennent en fait des germes, eh bien là on observe le phénomène qu'on cherche à expliquer. Donc Pasteur, grâce à cette expérimentation, grâce à ces expériences, réfute le modèle accepté communément de la génération spontanée et propose un nouveau modèle, un modèle qui nous apparaît à peine comme un modèle, mais qui était nouveau, qui apportait, qui était conçu comme vraiment quelque chose de nouveau à l'époque, à savoir donc l'existence de germes invisibles à l'œil nu et existants par exemple dans l'air ambiant. Donc modèle lui permettant d'expliquer les phénomènes décrits auparavant comme des phénomènes de génération spontanée.
Ces premières expériences ont été suivies de bien d'autres qui ont permis d'accumuler des données et de conforter le nouveau modèle proposé par Pasteur. Avec cet exemple, nous avons un schéma général de la recherche d'un modèle explicatif. Quand on cherche, quand on cherche à proposer des explications de certains phénomènes, on n'a pas forcément d'explications déjà là, déjà acceptées. Mais donc on n'a pas forcément d'explications alternatives à réfuter, mais c'est quand même souvent le cas. Et donc ce schéma, ce développement d'une explication en plusieurs étapes comme ça se retrouve dans la plupart des démarches explicatives, en particulier le dernier point est particulièrement important. Une fois qu'on propose un modèle explicatif, souvent on cherche à le conforter par l'acquisition d'autres données. Là, l'hypothèse de la sélection naturelle, introduite par Darwin, nous apparaît comme un modèle explicatif général qu'on peut utiliser, qu'on utilise couramment dans des explications portant sur les espèces et les mécanismes de spéciation. Un modèle général qui sert à former par la suite des modèles particuliers. Et ce que nous allons présenter maintenant, c'est l'articulation entre ce modèle général et les modèles particuliers. L'hypothèse de la sélection naturelle sert à Darwin à expliquer, à Darwin et à nous, à expliquer un certain nombre de faits qui auparavant ne recevaient aucune explication unifiée. C'est ça qui a été particulièrement important dans les travaux de Darwin, de proposer une explication unifiée d'un grand nombre de phénomènes disparates, à savoir, pour résumer rapidement, la diversité actuelle et passée, fossile, des formes de vie, et la structuration de cette diversité en patterns discrets à un instant et en patterns continus au cours du temps. Il y avait une explication à certains éléments de ces faits, mais pas à tous, qui était l'explication créationniste, consistant à dire que chaque espèce reconnue, identifiée, résulte d'un événement, d'un acte de création spécifique à l'espèce en question. Darwin a proposé un modèle alternatif à partir de données provenant d'une sorte de ce qu'on pourrait appeler une expérience peu contrôlée, mais à très grande échelle, encore une fois à l'échelle de l'évolution humaine, les expériences de sélection artificielle. Et depuis, et jusqu'à aujourd'hui même, eh bien, des données, comme on l'a vu dans l'exemple précédent de la régénération spontanée, les données accumulées ont permis de conforter le modèle général, le modèle explicatif général de la sélection naturelle, et également d'affiner ce modèle en introduisant des raisonnements probabilistes, en introduisant d'autres causes de l'apparition de la diversité, comme la dérive. Passons maintenant à un autre exemple pour illustrer l'articulation entre modèle général et modèle particulier. Donc, nous avons vu que la sélection naturelle était un modèle général, et dans la suite de l'exposé, Sarah vous montrera comment ce modèle général s'articule à des modèles particuliers pour expliquer des faits particuliers. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour conforter un modèle général, il faut évaluer en fait sa capacité à expliquer des ensembles circonscrits de faits, pas le fait général de l'évolution par exemple, mais l'apparition, le comportement de telle espèce, grâce à un modèle particulier, c'est-à-dire un modèle qui est restreint aux paramètres propres au cas étudié. Comme exemple permettant une comparaison avec ce qui se fait en biologie évolutive, nous avons choisi le modèle général de la tectonique des plaques, qui propose des explications générales des phénomènes géologiques à l'échelle de la planète. On voit ici un modèle en haut, un modèle général permettant d'expliquer l'apparition de certaines montagnes par le glissement de plaques, d'une plaque sous une autre. Et à titre d'exemple d'explication particulière, on peut prendre le modèle qui explique la formation d'une montagne particulière, l'Himalaya, en
spécifiant le modèle général de la tectonique des plaques et du glissement d'une plaque sous une autre, et donc en faisant appel à la collision entre la plaque de l'Inde et la plaque de l'Asie, comme on le voit sous le schéma en bas, petit schéma à côté de la photo. Ce qu'on voit dans cet exemple, c'est que le modèle particulier qui explique donc ce phénomène particulier qui est l'apparition de l'Himalaya, c'est un nouveau modèle. Ce n'est pas une transposition simpliste du modèle général à un cas particulier, ce n'est pas une dérivation triviale du modèle général, mais ce modèle particulier prend en compte des faits complètement spécifiques au cas particulier. Et là, dans la plupart des exemples scientifiques, eh bien, il y a un gros travail pour, appliquer un modèle général à un cas spécifique. Et de la même façon qu'un modèle explicatif général est réfutable, les modèles particuliers qui en sont issus au prix d'un gros travail scientifique sont également réfutables. Et maintenant, nous allons voir, à titre de comparaison, et pour mieux comprendre en fait ce qui se passe en biologie évolutive, des exemples de modèles explicatifs particuliers pour des phénomènes liés aux espèces et à la spéciation. Donc effectivement, pour illustrer l'application de ce que vient de présenter Anouk à la biologie évolutive, on va reprendre les modèles qu'on utilisés pour expliquer la formation des espèces et donc la spéciation. Dans ce cadre, on a des sous-catégories qui sont encore des modèles assez généraux, qu'on va être des modèles de spéciation, de scénario de spéciation. Le scénario le plus le plus connu, le plus accepté, et le scénario de la spéciation allopatrique, qu'on peut réellement considérer comme un modèle canonique, très général, d'un modèle permettant de expliquer la séparation d'une population en de nouvelles espèces. Donc ce modèle de la spéciation allopatrique, il est fondé en fait sur le modèle de la sélection naturelle et de la dérive génétique, et il exige que des barrières extrinsèques aux organismes séparent des populations, et au sein de ces populations, les phénomènes de la sélection naturelle, de la dérive, vont jouer de façon indépendante, et tous les caractères vont évoluer indépendamment, y compris les caractères qui conditionnent les capacités de reproduction entre les organismes. Donc on va avoir des espèces qui vont émerger, qui vont se retrouver dans un premier temps en situation géographique allopatrique et qui pourront, au cours du temps, se retrouver en contact si cette barrière extrinsèque tombe. Donc ce modèle très général est illustré par un grand nombre de situations observées, en particulier en milieu terrestre, sur des tas d'animaux, de plantes, etc. Il y a pourtant des modèles alternatifs qui sont proposés, qui ne sont pas une contradiction du premier modèle, ce sont des modèles complémentaires qui peuvent s'appliquer dans d'autres cas, avec un certain nombre d'autres conditions, et en particulier des conditions où les barrières extrinsèques n'existent pas. Donc ces modèles alternatifs, ici j'en ai juste illustré un, qu'on appelle classiquement la spéciation sympatrique, et qui reste un modèle extrêmement discuté, discutable, mais qui est basé sur les mêmes processus de la sélection naturelle, mais qui dit qu'en fait, en sympatrie ou en péripatrie, disons qu'à un endroit donné, dans un environnement donné, différents organismes peuvent avoir des mutations qui apparaissent, et ces mutations leur permettent d'exploiter des niches nouvelles et diverger et mettre en place des barrières d'isolement reproducteur. Et donc, on va avoir apparition d'espèces sœurs, donc récemment séparées, en sympatrie au même endroit. Donc, on a ces deux modèles différents, ont des attendus différents sur la position géographique dans laquelle on va trouver les espèces récemment formées. Et donc, ce sont des modèles généraux et qui vont pouvoir être utilisés pour comprendre des situations particulières dans des cas d'organismes que l'on va observer plus en détail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va chercher à décrire
ce qu'on va appeler des patterns. Donc, typiquement, avec ces patterns, on va les construire avec les outils de la phylogénie, en se basant sur des données fossiles, sur des données génétiques. Encore une fois, on a vu un certain nombre d'exemples de description de patterns. Ces patterns sont des ensembles d'hypothèses descriptives des faits à expliquer. Encore une fois, ce ne sont pas les faits en eux-mêmes. On reconstruit des faits, et c'est ces faits qu'on reconstruit qu'on essaye d'expliquer. Donc je reviendrai sur ce point, mais c'est une idée importante, c'est que ce qu'on appelle des patterns et qu'on oppose en général au process, ce sont eux-mêmes des ensembles d'hypothèses descriptives. Donc à partir de ces patterns, on va proposer un modèle particulier qui peut être une combinaison des modèles généraux. Donc ici, par exemple, si je reprends le cas des deux modèles de spéciation que je viens de vous proposer, on va reconstruire des phylogénies entre espèces. Donc on va chercher quelle est l'espèce la plus proche de qui. On va pouvoir essayer aussi de reconstruire le temps de divergence ou des choses comme ça. Donc on va identifier ce qu'on appelle des espèces sœurs récemment formées et on va regarder ensuite la distribution géographique de nos espèces sœurs. Si on trouve nos espèces sœurs en allopatrie, on va pouvoir proposer un modèle particulier qui explique ce pattern avec un modèle de spéciation allopatrique et rechercher par exemple l'existence d'une barrière géographique qui explique ce pattern. Ou alors, à l'inverse, on va pouvoir trouver que nos espèces sœurs sont en sympatrie. On va essayer dans ces cas-là de comprendre quelle explication on peut apporter au fait que ces espèces aient émergé au même endroit. Donc on va proposer à chaque fois un modèle particulier qui dérive de ces modèles généraux. Alors je ne sais pas si c'est très visible. Donc ici j'ai juste pris quelques exemples que je ne vais pas détailler. On peut rentrer dans des détails extrêmement techniques, mais ce n'était pas l'objet de cet exposé, c'était plus d'expliquer un petit peu le lien qu'il y a entre patterns reconstruits et les explications qu'on peut apporter. Donc ces travaux que j'illustre ici sont issus d'une thèse en cours qui s'intéresse à des gastéropodes du milieu marin profond. Ces gastéropodes, le milieu marin profond est un milieu hautement inconnu dans lequel on a très peu de données, très peu d'échantillonnage, très peu de connaissances. Et une des grandes questions que se pose sur ce milieu profond et en particulier ce milieu marin, c'est quelles peuvent être justement les barrières au flux de gènes qui permettrait d'expliquer la diversification des espèces avec le modèle canonique de l'allopatrie. Donc ça a été vraiment une grande discussion au sein des biologistes marins, comment expliquer, comment le modèle allopatrique peut se réaliser en milieu marin. Donc ici, les exemples qui sont montrés sur cette diapositive sont différentes espèces de gastéropodes qui ont toutes une particularité d'avoir une larve, ici peut-être que ça m'aiderait, qu'on peut observer au bout de la coquille, et à partir de cette coquille larvaire, on peut inférer les capacités de dispersion de ces organismes. Donc ces organismes, on les a échantillonnés sur ce qu'on appelle des monts sous-marins. En fait, c'est des îles sous-marines qui constituent donc un milieu fragmenté, et pour ces organismes peu dispersifs, le fait de la fragmentation, donc c'est des surfaces qui sont séparées par des grands fossés océaniques, constitue effectivement une barrière. Donc ça, c'est une interprétation que l'on retrouve au travers des phylogénies et des réseaux d'haplotypes, donc les relations génétiques entre les individus, où on observe une structuration géographique entre les populations. Et dans certains cas, cette structuration génétique est également associée à une structuration morphologique. Donc ici, ces différents cas sont des illustrations des modèles particuliers de spéciation allopatrique qui peuvent être réfutés par l'apport de nouvelles données et d'autres études. Ici, un autre exemple. Donc un exemple intéressant, puisqu'ici, il s'agit d'une autre famille, ce sont des bursidés, donc
des gastéropodes du genre Bursa, qui, eux, présentent une coquille larvaire extrêmement dispersive, que l'on peut trouver à des très grandes échelles océaniques, à l'échelle de tout l'Indo-Pacifique. Et ici, dans le même milieu fragmenté de ces monts sous-marins au sud de la Nouvelle-Calédonie, on a un échantillonnage. Sur les monts sous-marins de Nouvelle-Calédonie, on trouve 3 espèces. Certaines de ces espèces ne sont présentes que sur ces monts sous-marins, d'autres sont retrouvées également ailleurs. Et on a reconstruit une phylogénie de l'ensemble de la famille. Et on a pu constater que ces 2 espèces qui ne sont présentes que sur les monts sous-marins de la Nouvelle-Calédonie sont des espèces sœurs, et c'est un résultat robuste, et qu'elles sont donc en sympatrie. En regardant de plus près, on a pu montrer que cette sympatrie est une sympatrie de premier abord, parce qu'en fait, bien que ces espèces se retrouvent exactement sur les mêmes monts sous-marins, en fait, elles ne sont pas exactement à la même profondeur. Pour nous, vu de notre bateau, ça paraît le même endroit, mais vu du fond, c'est probablement pas exactement le même endroit. Donc ici, ce résultat suggère que le modèle allopatrique n'est pas le seul modèle dont on a besoin pour expliquer les phénomènes de spéciation dans le milieu marin, et ça permet de proposer des nouveaux modèles, mais qui restent également à tester. Donc, on voulait revenir un petit peu sur cette notion de pattern. Ces patterns sont des reconstructions historiques. Donc ici, j'ai donné une illustration issue d'un célèbre livre de Guillaume Lecointre et d'Hervé Le Guyader sur les relations que l'on peut établir entre les espèces, ici, hommes, singes, chimpanzés, gorilles. On peut s'appuyer sur de tels patterns pour proposer des modèles explicatifs, mais ces patterns sont eux-mêmes des hypothèses réfutables. Alors ici, pas du tout, une autre reconstruction qui place différemment l'homme, le chimpanzé et le gorille. Donc, typiquement, un point important, c'est que ces clades sont des hypothèses sur l'histoire évolutive. Mais, donc, le point qu'on voulait faire ici, c'était une comparaison entre ces clades et les espèces. Les espèces, au même titre que les clades, sont des hypothèses, les espèces que l'on décrit. Donc pour vous convaincre de cette chose, qui n'est en fait pas si claire que ça pour beaucoup de gens, j'ai repris un exemple de dimorphisme sexuel qui conduit très souvent à décrire dans des espèces différentes les mâles des femelles. Souvent, d'autres données, l'observation de reproduction ou d'autres données génétiques ou de tas d'autres données vont nous faire revoir nos hypothèses, réfuter notre hypothèse et dire finalement, je n'ai pas 2 espèces, mais bien une seule espèce. Donc ces espèces sont, comme les clades, des reconstructions, des hypothèses sur la réalité biologique. La grosse différence entre les espèces et les clades, c'est que les espèces, au même titre que les organismes, interagissent avec leur environnement biotique et abiotique. Et donc, la raison de ça, c'est que les espèces, les clades, on peut les définir comme des lignées d'organismes partageant des ancêtres communs. Les espèces, on va les définir comme des lignées métapopulationnelles au sein desquelles des échanges reproductifs peuvent avoir lieu. Alors pas forcément à chaque génération, ça peut être de temps en temps, comme pour beaucoup d'organismes dits parthénogénétiques qui ont souvent quand même des événements d'échange. Mais c'est la grosse différence. Donc les espèces peuvent participer à des explications sur les process qui n'est pas les clades. Les clades décrits, ils ne peuvent être que des témoins des processus qui ont agi dans le passé sur les espèces. Donc c'est la grosse différence entre clades et espèces. Mais c'est la seule différence, en fait. Donc en conclusion, je voulais simplement dire que cela montre bien que les approches de pattern, dites de pattern et de process, ne doivent pas être opposées. Au contraire, la justification de la recherche de pattern est qu'ils permettent justement de comprendre ces processus. Voilà, je vous remercie.